burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce lundi 26 octobre 2020. Commençons par les principaux titres. Recensement lundi des fonctionnaires de l'État. Chaque fonctionnaire est appelé à préciser son appartenance ethnique, ce qui inquiète ces derniers. Les prisonniers victimes d'injustice. Excusez. Prisonniers victimes d'injustice, la famille du général-major Nimenya crie à la spoliation. Depuis ce week-end, des maisons appartenant à cette famille ont été saisies par des hommes en tenue policière. Et enfin, on va parler de la violation des lois anti-tabac au Burundi. Depuis un certain temps, le tabac fabriqué au Burundi ne porte plus de mise en garde sanitaire. Côté technique, je suis assisté par Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bonsoir. Sécurité pour commencer. Un homme a été tué la nuit de ce dimanche au quartier Buhomba, zone Maramvia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les informations fournies par la population, confirmées par les administratifs à la base, indiquent que la victime était voleur et a été assassinée alors qu'elle tentait de cambrioler un ménage de la localité. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons dès que possible. Et sécurité toujours, un corps sans vie d'un sexagénaire a été découvert jeudi dernier au bord de la rivière Mucheche en province Muramvia. Il a été retrouvé mort au lendemain de sa disparition. Le point c'est avec Nadège Irakodze. Liévin Hakizimana est le nom de cet homme âgé de 63 ans de la commune Muramvia qui a été retrouvé assassiné au bord de la rivière Mucheche en date du 22 de ce mois d'octobre. La victime avait d'abord été portée disparue le 21 octobre de cette année, comme le témoigne un habitant de cette localité. Ce vieil homme qui est mort s'appelait Hakizimana Liévin, surnommé Yuvino. Il habitait sur la colline Katwaro, sous colline Rutobo, en commune et province Muramvia. Il avait été porté disparu mercredi le 21 octobre 2020, le jour où il était allé trancher un litige sur la colline avec d'autres notables. Vers le soir, au lieu de rentrer chez lui, il est allé voir un certain Richard qui lui devait de l'argent. Depuis ce moment, personne ne l'a revu. C'est au lendemain de sa décision que le corps sans vie de cet homme a été découvert, ce qui a affligé la population du fait qu'il était un citoyen paisible, selon toujours notre source. C'est jeudi, vers 16h, au bord de la rivière Mucheche, qu'ils l'ont retrouvé déjà assassiné. Il n'était pas dans la politique et n'avait pas de conflit foncier dans sa famille. Il vivait en paix avec les autres. Tout le monde veut savoir pourquoi il a été assassiné, ainsi que les auteurs de ce crime. Les informations en provenance de la commune Muramvia indiquent que la police a entamé des enquêtes pour connaître les auteurs ainsi que le motif de son assassinat. Humura Burundi. Et page justice à présent, la famille du général-major Herménégilde Nimenya, détenu à la prison de Gitega, crie à la spoliation d'une maison appartenant à la femme de cet officier de la police. Cette maison située en mairie de Bujumbura a été saisie depuis samedi dernier par des hommes en uniforme de police. Le de Nimenya est accusé d'être parmi les putschistes de 2015. Le point, c'est avec Eloge Divin Remesha.
Cette maison de la femme du commissaire de police Hermenegilde Denis Menya, saisie par des individus en uniforme de police, est située au quartier Solorezo. Cette maison venait de passer 3 mois sans locataire. Ces individus, qui étaient au nombre de 4, ont commencé à fouiller la maison, mais ils n'ont rien découvert de suspect. Depuis ce dimanche, la maison est occupée par des inconnus et le veilleur est détenu au cachot de la zone Moussaga. Vendredi dernier, les sources de la RPA font savoir qu'il y a un autre groupe d'individus en tenue policière qui avait saisi une autre maison de cette famille se trouvant au quartier Kinanira 2 et qui était inscrit sous le nom du commissaire Hermenegilde Denis Menya. La maison de Kinanira 2 était également gardée par un veilleur du nom d'Olivier Fadikanya. Ces individus en tenue policière ont demandé les clés de la maison au veilleur et l'avaient conduit au cachot de la zone Moussaga. Les 2 veilleurs sont tous détenus au cachot de la zone Moussaga. Le commissaire de police Hermenegilde Denis Menya fait partie des personnes accusées d'être parmi les instigateurs du coup d'état manqué de 2015 et a été condamné à une peine à perpétuité. En 2019, cet officier de la police avait été signifié de la décision de la justice qui lui annonçait la saisie de sa maison de Kinanira 2. Selon la famille, cette saisie a été faite en violation de la loi. Ni un magistrat, ni un administratif ou un membre de la famille du commissaire de police Nimenya n'était sur place au moment de la saisie de la dite maison. Par ailleurs, la maison du quartier Solorezo est inscrite au nom de Christine Ninina Hadzwe, la femme de l'officier Hermenegilde Denis Menya, comme le prouvent les documents de la maison délivrée à Christine Ninina Hadzwe en 2012. Cette famille crie à l'injustice et demande que la justice soit faite et que le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, enquête sur l'objectif de ces individus supposés être des agents du service national de renseignement. À ce propos, la RPA a essayé de joindre Sylvestre Nyandwi, le procureur général de la République, mais était injoignable. La ministre de la Justice, Janine Nibidzi, était également injoignable. Merci à toi, Éloge Divin, les Méchats et gouvernance. À présent, début ce lundi du recensement général des fonctionnaires de l'État. Cette activité est menée par les responsables de différents services publics. Les fonctionnaires qui se sont entretenus avec la RPA se disent pessimistes quant aux visées de ce recensement. Ils estiment que certains éléments du questionnaire à répondre relèvent de la vie privée. Les détails avec Clovis Nyonzima. Dans certains services, ce recensement a commencé dès l'arrivée des employeurs vers 7 heures de ce lundi, tandis que dans d'autres, ce travail n'avait pas encore commencé jusqu'à 10 heures. Des attroupements de fonctionnaires se faisaient remarquer devant certains bureaux. Ils échangeaient sur plus de 100 questions auxquelles chacun d'eux devrait répondre. Pour certains de ces fonctionnaires, quelques questions leur posées étaient inappropriées, notamment l'appartenance ethnique ainsi que les syndicats dont ils sont membres. Les autres questions jugées inopportunes sont en rapport avec la nature du contrat qui les lie avec l'État ainsi que la date du début de leur travail. Ces fonctionnaires disent que la quasi-totalité des questions auxquelles ils ont été appelés à répondre se trouvent dans leur dossier du travail. Jusqu'à maintenant, l'objectif clair de ce recensement n'a pas encore été annoncé. Expliquant l'objectif du recensement, la ministre de la fonction publique, Domine Banyangimbona, a tout simplement fait savoir que le gouvernement veut connaître tous ses salariés parce que, dit-elle, certains touchent les salaires alors qu'ils n'apparaissent pas dans la base des données des fonctionnaires. Du côté du fonctionnaire, c'est la confusion totale. Ils disent que si c'était réellement pour résoudre le problème des salaires fictifs, les questions comme celles relatives à l'appartenance ethnique ou syndicale ne devraient pas être posées. Il pense plutôt que le recensement répond à l'appel lancé par l'ancien président du Sénat, Révérien Dikurio, vers la fin de l'an 2016. Il avait demandé au gouvernement de faire un tel recensement pour connaître l'appartenance ethnique de tous les fonctionnaires. Contacté à ce propos, sur la question de l'ethnie, la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Domine Banyangimbona, a répondu à la RPA que la question en rapport avec l'ethnie n'a rien d'illégal, car figurant dans les accords d'Arusha. Sur la question qui exige que le travailleur dévoile son salaire, la ministre a répondu que l'État est un parent et les travailleurs sont pris comme ses enfants. Selon elle, ils ne devraient pas donc s'inquiéter. Quant aux inquiétudes des travailleurs que ces informations pourraient être modifiées ou utilisées pour d'autres fins, la fonction publique du travail et de l'emploi, Domine Banyangimbona, n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Et ce recensement inquiète une partie des fonctionnaires de l'État qui avaient été détachés pour servir dans la Commission électorale nationale indépendante CENI. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été autorisés à réintégrer leurs anciens postes et par conséquent n'apparaîtront nulle part dans ce recensement général qui durera 2 jours. Rachel Kagissier. Depuis la fin du mois de septembre, la CENI a mis à la disposition de différents ministères des fonctionnaires qui avaient été détachés et affectés à la Commission électorale nationale indépendante.
Ils avaient travaillé pour les commissions électorales provinciales indépendantes CEPI et les commissions électorales communales indépendantes CECI. Selon nos sources, parmi ces fonctionnaires d'État détachés, ceux en provenance du ministère de la Justice avaient été réintégrés juste après que la CENI les ait mis à la disposition de leur ministère d'origine. Cependant, ceux du ministère de l'Éducation et ceux du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi attendent toujours la réintégration. Ils se demandent alors où ils seront classés s'ils n'ont pas été recensés comme les autres fonctionnaires. Ils rappellent qu'ils ont droit à la réintégration et réclament d'ailleurs qu'ils soient payés leur salaire de ce mois d'octobre. Contacté, Domine Banyangimbona, la ministre de Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, tranquillise. Le dossier de ces fonctionnaires qui avaient été détachés est en train d'être traité. Merci à toi aussi, Rachel Kagissier. Et page droits de l'homme, c'est le gouvernement burundais qui a l'obligation de nourrir les prisonniers convenablement. Cas contraire, le gouvernement viole les droits de l'homme. Réaction de Léon Nakiruta, l'observateur des prisons de l'association burundaise pour la protection des droits humains des personnes détenues, APRODH en sigle. Réaction consécutive à la situation de pénurie de nourriture dans les prisons du Burundi. Certains prisonniers se sont déjà même évanouis. Suivi Léon Nakiruta, observateur des prisons pour le compte de l'APRODH. Nous avons entendu qu'il y a la carence de vivres dans les prisons du Burundi. Cela est dû principalement à des choses. Premièrement, beaucoup de prisonniers dans les lieux de détention qui dépassent de loin la capacité financière des services en charge de l'alimentation des prisonniers. Il peut aussi y avoir, dans une deuxième hypothèse, l'usage de la faim comme moyen de sanction contre les prisonniers. D'abord, je voudrais rappeler que l'État dispose de l'obligation de nourrir les prisonniers conformément aux directives du droit international et local et une alimentation qui est adéquate. Si dans la première hypothèse, l'État ne dispose pas de ressources financières nécessaires pour nourrir les prisonniers, il faut que l'État trouve une solution afin de les libérer. Si les responsables de l'administration pénitentiaire utilisent le refus de leur donner de la nourriture comme sanction, il faut que les autorités, en particulier le ministère de la Justice ayant la gestion des prisons dans ses attributions, sachent que la privation de la nourriture aux prisonniers ou dans d'autres structures de détention peut constituer un acte de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Le moment venu, les auteurs en seront responsables devant les cours et tribunaux. C'était Léon Nakiruta de l'APRODH. Et comme promis, revenons sur l'information parlant d'un homme qui a été tué la nuit de ce dimanche au quartier Buhomba, zone Maramvia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les informations fournies par la population et confirmées par les administratifs à la base indiquent que la victime était un voleur et avait été assassinée alors qu'elle tentait de cambrioler un ménage de la localité. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Cet homme tué la nuit de ce dimanche s'appelle Jean Bosco Manirakiza et est âgé de 27 ans. Il est natif de la commune de Rugombo en province Chibitoke. Les informations fournies par la population de la 14e transversale au quartier Buhomba de la zone Maramvia indiquent que ce présumé voleur a d'abord démoli une partie d'une maison de la localité et s'est introduit à l'intérieur. Il a ensuite poignardé le chef de ménage au niveau du cou. Ce dernier a alors alerté les voisins, comme le témoigne cet habitant. C'était vers minuit, passé de 30 minutes sur le 14e transversal du quartier Buhomba, lorsque cet homme s'est introduit dans une maison pour la cambrioler. Le propriétaire de la maison a crié au secours et cet individu a été appréhendé. Ensuite, des Imbonerakure chargés de la sécurité sont venus pour l'intervention. Ils l'ont battu en lui demandant d'où il est venu. Ces Imbonerakure étaient dirigés par le prénommé Bolingo, un militaire qui a une résidence devant l'église de Pentecôte sur la 14e transversale. Le surnommé Robot est le chef du quartier surnommé Marimu. Ils ont scruté sa carte d'identité et ont constaté qu'il est originaire de la province de Chibitoke. Ils lui ont frappé à coups de machette jusqu'à ce qu'il soit complètement défiguré et mort.
Ces informations sont confirmées par un des responsables administratifs en zone Maramvia. Ce dernier nous a révélé que ce présumé voleur a blessé 2 personnes, y compris le propriétaire de la maison qu'il voulait dévaliser. Jusqu'à l'après-midi de ce lundi, le corps de la victime gisait encore à la 14e transversale, séparant le quartier Kigwati et la zone Maramvia. Les informations en provenance du quartier Buhomba indiquent que l'ordre d'enlever ce cadavre devrait être donné par l'administrateur de la commune Mutimbuzi. Ce dernier, selon les mêmes sources, présidait une réunion des administratifs locaux au bureau de cette même commune. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Et je vous l'avais dit au début de ce magazine, les différents paquets cartouches des produits de tabac fabriqués au Burundi ne portent pas de mise en garde sanitaire décrivant les effets nocifs de la consommation du tabac. Pire, ils portent des moyens fallacieux de faire la promotion du tabac, une situation qui contraste avec la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac que le Burundi a ratifié et accepté de mettre en œuvre. Les détails avec Innocent Valentin, Singirangabo. Parmi les produits du tabac commercialisés au Burundi figurent ceux produits au Burundi et d'autres qui sont importés. Les paquets et cartouches des produits du tabac fabriqués au Burundi ne portaient pas encore des messages de mise en garde sanitaire contre les effets nocifs de la consommation du tabac, comme le précise ce vendeur du tabac. Les produits de tabac fabriqués au Burundi sont le Spermatch, Mentor et Yes. Tous ces produits de tabac ne portent jamais des messages de mise en garde contre les effets nocifs de la consommation du tabac. Par contre, les produits du tabac importés portent ces mises en garde contre la consommation du tabac. Tel était le cas du produit de tabac dit Inori, qui ces derniers jours fait défaut sur le marché. Parmi les produits de tabac importés figure Inhole qui manque actuellement sur le marché suite à son interdiction. Mais Inhole portait des mises en garde selon lesquelles consommer du tabac est nocif pour la santé. Paradoxalement, certains de ces produits de tabac fabriqués au Burundi font la promotion du tabac. Tel est le cas des paquets et cartouches de Supermatch sur lesquels on trouve une photo d'un sportif talentueux. Plus étonnant, on trouve sur le paquet une photo d'un footballeur visiblement très talentueux. Pourtant, l'absence des mises en garde sanitaires contre les effets nocifs du tabac et la promotion du tabac constituent des violations de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac ratifiée par le Burundi le 22 novembre 2005 et entrée en vigueur au Burundi depuis le 20 février 2006. Selon cette convention, les États partis adoptent et appliquent des mesures efficaces pour faire en sorte que le conditionnement et l'étiquetage des produits de tabac ne contribuent pas à la consommation du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs susceptibles de donner une impression erronée quant aux effets sur la santé d'une part et que le conditionnement et l'étiquetage extérieur de ces produits portent des mises en garde sanitaires sur les effets nocifs de la consommation du tabac. Par ailleurs, ces mises en garde doivent être de grande dimension, claires, visibles et lisibles, couvrir 50% des faces principales, mais pas moins de 30% et peuvent se présenter sous forme de dessins ou de pictogrammes. Depuis 2018, il existe un code de la santé selon lequel l'entreprise de production du tabac est responsable du tabac sur la santé de la population. Et dernier dossier de ce magazine, sit-in ce matin des réfugiés du camp Tendeli au poste de la police de Soukan. Ces réfugiés étaient allés demander où se trouve un réfugié qui a été enlevé par un policier tanzanien l'après-midi de ce dimanche. Balthazar Miwour.
Ce réfugié arrivé est connu sous le nom de Viateur Nzoyihaya. Il habitait dans la zone 4 au cas de Mutenderi. Selon notre source d'Asoka, il était vers 16h de ce dimanche lorsque Viateur a été appelé par un policier du nom d'Ondoto. Ce dernier lui aurait demandé de lui amener du gingembre. À son retour, Ndoto l'a directement embarqué à bord de son véhicule, comme le témoigne l'un des réfugiés. Celui qui l'a enlevé lui a téléphoné, puis il a dit de lui apporter de la boisson appelée gingembre. Arrivé, il a été directement embarqué dans un véhicule. Personne ne sait la cause de cet enlèvement. Quand la famille de Viateur Nzoyihaya a demandé aux responsables du cas et le chef de poste dans ce cas, ces derniers ont répondu qu'ils ne sont pas au courant de cet enlèvement. La famille a essayé de joindre le policier qui a téléphoné à Viateur et ce dernier aurait promis à la famille que Viateur est toujours en vie. Il a décroché son téléphone et nous a promis que Viateur est en vie, mais qu'il devait répondre à quelques questions. Selon nos sources, le policier qui a enlevé ces réfugiés aurait demandé un rançon de 2 millions à sa famille et cette dernière a dit qu'elle peut avoir seulement 500 000 shillings. Actuellement, Viateur Nzoyihaya serait incarcéré au Kasso situé dans le district de Kasulu. Contacté par la rédaction de la RPA, le policier qui a enlevé son réfugié a dit que la rédaction s'est trompée de numéro. De son côté, le chef de poste à Mutendere a dit qu'il n'est pas le porte-parole du responsable du camp. Et les informations qui nous parviennent font savoir que finalement cette personne a été libérée l'après-midi de ce lundi. Et voilà, c'est nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 26 octobre 2020. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction, sans oublier l'équipe technique. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.